9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Le ministre de la fonction publique n'a rien trouvé de plus judicieux ce matin que de s'acoquiner avec Elon Musk. Félicitations Elon Musk pour ce grand défi. Je me réjouis de partager avec vous les meilleures pratiques pour faire face à l'excès de bureaucratie. J'ai fait un tweet qui est absolument banal, où je salue un homologue d'un pays allié et ami. Pour un ministre de la fonction publique, ce sont des mots qui peuvent en effet étonner. Moi, je souhaite continuer à travailler dans le dialogue, dans le respect des fonctionnaires, dans le respect des organisations syndicales, de façon calme et apaisée. Vous l'avez entendu il y a quelques jours. Il y a eu donc l'élection de Donald Trump. Elon Musk qui est nommé à un poste, bon alors c'est pas encore complètement officiel, mais il va être chargé de l'efficacité administrative ou bureaucratique, je ne connais plus le terme. Résultat, le ministre en France, Guillaume Kasbarian, l'a félicité, bienvenue Elon Musk, et parce que c'est vrai que la bureaucratie, l'administration d'une façon générale, on en parle beaucoup, les agriculteurs notamment là en ce moment, ils disent que ça les bloque et qu'il y a énormément de contraintes. Parlons-en avec vous, Maroun Edé, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, auteur de La destruction de l'État, et d'ailleurs dans votre livre, vous dites qu'il y a un vrai malaise depuis quelques années en fait dans l'État. Tout est lourd, et pourtant on a l'impression qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires au fil du temps, alors qu'on a dit qu'il fallait supprimer des postes dans la fonction publique. Il y en a de plus en plus et on nous dit que c'est de moins en moins efficace. Je résume un petit peu la situation, c'est ça ou pas? Exactement. Depuis qu'on a commencé à dire il y a une vingtaine d'années qu'on voulait réduire le nombre de fonctionnaires, on est passé de 4,6 à 5,7 millions de fonctionnaires. Donc vous en avez eu à peu près 1 million en plus, un peu plus, alors qu'on a dit qu'on voulait les réduire. Et idem, on a dit qu'on voulait réduire les dépenses publiques, et en fait, elles ont augmenté. Et on tient aujourd'hui, Monsieur Kasbarian tient exactement les mêmes discours que ceux qui nous ont conduits là. Et donc, il faudrait peut-être commencer à faire autrement. Oui, mais alors, c'est quoi? Pourquoi on en est arrivé là, justement, alors, quoi? Alors que ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut alléger, entre guillemets, un petit peu la masse publique, quoi. Une des raisons, c'est qu'on n'a pas allégé aux bons endroits. Si vous voulez, il y a eu un peu un mensonge initial par rapport aux Français sur ce que c'est que l'État. On a beaucoup assimilé l'État aux seules formalités administratives et bureaucratiques et les fonctionnaires à des personnes qui travaillent de 10h à 16h sur des formulaires auxquels personne ne comprend rien, alors que l'État, c'est aussi, comme vous le disiez bien, les enseignants, les infirmiers, les policiers. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas simplifié là où c'était nécessaire, c'est-à-dire dans les lourdeurs administratives, mais là où c'était le plus facile. C'est le cas notamment depuis 2007 où on s'en est pris à l'armée, parce que la Grande Muette ne peut pas dire grand-chose. On s'en est pris aux techniciens et aux ingénieurs d'État, parce que pas grand monde ne les connaissait. On s'en est pris aux enseignants, après s'être assuré de leur donner une mauvaise réputation. Et donc on a coupé là où c'était nécessaire, là où il y avait des vrais besoins, tout en gonflant les strates de l'administration intermédiaire et d'une décentralisation. Alors quelle administration intermédiaire qu'on a gonflé? Vous pensez aux collectivités territoriales notamment, c'est ça? Principalement. À des organismes aussi régionaux qui existent, on l'a vu, notamment l'ARS par exemple pour la santé, toutes ces organisations parallèles, quoi, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, dans l'hôpital, un chiffre simple, mais 35% du personnel, c'est du personnel administratif. Si vous prenez la PHP, simplement la région parisienne, c'est entre 40 et 50%. Entre 40 et 50% du personnel des hôpitaux en région parisienne est affecté à des tâches administratives. Et c'est notamment lié... C'est ça, mais alors, mais que font-ils? Non mais c'était une vraie question. Parce qu'on demande aussi, la bureaucratie et l'exigence de normes, de reporting est de plus en plus importante dans l'hôpital. J'interroge un médecin dans mon livre qui me dit si je devais remplir seul les tâches, ça me prendrait 4 heures par jour. Et un autre qui me dit on ne me demande plus de soigner des patients, mais de soigner des chiffres. Ils doivent remplir des rapports, des cotations dans tous les sens. Et donc plutôt que de simplifier cette bureaucratie-là, qu'est-ce qu'on fait? On recrute des personnes pour remplir ça. Et pour répondre à votre question... C'est la même chose en agriculture, je fais juste une parenthèse, mais c'est ce que disent les agriculteurs, c'est-à-dire qu'on leur demande d'appliquer de plus en plus de choses, de normes qui peuvent être sur le papier plutôt intéressantes, sauf qu'il faut remplir tous ces exemplaires, ils les reçoivent en permanence, et puis un jour c'est une administration, le lendemain c'est l'autre, le surlendemain c'est une autre, et à la fin, moi je discute de temps en temps avec certains agriculteurs, et je les vois, ils me montrent leurs papiers, c'est délirant, quoi. Il faut avoir un bac plus 10 pour tout remplir. Non mais c'est vrai. Avec une superposition des couches de façon non coordonnée, parce que vous avez l'Union européenne qui vous demande quelque chose, vous avez l'État central, vous avez les collectivités. Et donc pour reprendre, oui, c'est les collectivités où ça a gonflé. On le voit bien dans les graphiques, les chiffres de l'État central, ça a diminué. Mais en fait, on a faim
de supprimer des postes de fonctionnaires, mais on l'a simplement fait passer aux collectivités. Comme ça, les dirigeants ont pu dire « moi j'ai supprimé 100 000, 150 000 », sauf qu'en fait, ils n'ont pas supprimé du tout, ils sont passés aux collectivités. Vous, sur votre feuille d'impôt, ça ne change rien, puisque finalement, c'est la dépense globale de l'État. Oh oui, sauf que localement, on le voit parfois, ou sur certains impôts, parce que, tiens, je vais prendre l'exemple de votre facture d'eau. Quand on regarde une facture d'eau, aujourd'hui, les 2/3 quasiment sont composés en fait de taxes par rapport en fait à l'eau que vous consommez. Pourquoi ? Parce que il y a l'ensemble en fait des contrôles qui ont lieu en fait localement un petit peu partout, et c'est ce qui fait gonfler, et ça correspond à ça, quoi. Donc finalement, on le voit quand même, hein, d'une manière ou d'une autre, sans s'en rendre totalement compte, quoi. Bien sûr, on le voit, et en fait, on le voit aussi par l'inflation de cette bureaucratie intermédiaire. Oui. Parce que vous êtes obligé de recruter des gens, en fait, pour compenser tout ça, dans un système qui s'auto-alimente, parce que ces personnes-là vont aspirer les moyens de l'activité réelle et demander à des personnes sur le terrain de plus en plus de formalités, et donc, en fait, vous allez devoir en recruter plus pour les remplir. Discuter avec le patron de la PHP qui disait de l'excès de normes. Et en fait, sa réaction, c'était de dire, on va recruter 600 personnes en plus pour s'occuper des normes. Ouais, mais non, mais c'est dingue, quoi. Et il n'y a pas une prise de conscience, vous qui connaissez parfaitement ce sujet, auteur de ce livre, La destruction de l'État, il y a une prise de conscience quand même dans chaque service, ou pas vraiment? On se dit, bon, bah, on fait avec, et puis un peu comme lui, là, à l'instant, le directeur de la PHP qui vous dit, bah, on va recruter pour s'occuper, en fait, des papiers administratifs en plus, quoi. Je crains que la prise de conscience soit sur le terrain, avec les quelques personnes qui sont encore là, essayer de porter à bout de bras des services qui sont en train de s'effondrer. Simplement, dans les instances administratives, il n'y a pas vraiment de prise de conscience, hein, parce que c'est des personnes, même par leur formation, qui sont généralistes, qui gèrent ça par des chiffres, par des tableurs Excel, qui n'ont pas de véritable politique éducative, sanitaire. Et donc, en fait, ça les arrange aussi d'avoir tous ces indicateurs. Ouais. Ça donne l'impression que vous pouvez gérer à peu près tout. Oui, et ça existe dans d'autres pays. Aux États-Unis, alors peut-être pas à la même échelle, mais ça existe aussi. La preuve, donc, je le disais, Elon Musk qui est nommé ministre de l'efficacité gouvernementale, hein, c'est ça, donc c'est administrative. Est-ce qu'il pourrait... Alors, on verra ce que ça va donner, hein, bien sûr. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose en France ? Il faut toujours faire attention à imiter les États-Unis, parce que c'est un pays qui est assez différent. Oui. La principale différence, c'est que Elon Musk va chercher à réduire l'État fédéral et pas les États locaux. Et en fait, l'État fédéral aux États-Unis, c'est plutôt l'équivalent, un peu plus bien sûr, parce qu'il prend en charge la défense, mais de l'Union européenne chez nous. Ça veut dire, il y a des aides locales, mais il prend surtout en charge un peu la sécurité sociale, qui est moins lourde que chez nous. Et pour le reste, c'est principalement la réglementation, notamment sur les questions énergétiques ou de transition écologique. Ce que nous, on appelle les services publics aux États-Unis, c'est pris en charge par les États locaux. L'éducation, la santé, l'enseignement supérieur, et il y a aussi beaucoup plus de privé. Dit autrement, Elon Musk ne va pas toucher aux fondamentaux des services publics et de l'État aux États-Unis, simplement à cette suprastructure, à cette couche qui s'est surajoutée par une forme de gonflement de l'État fédéral, et on peut aussi lui faire confiance pour ne toucher ni à la défense ni aux vraies aides des entreprises. Donc si on veut s'inspirer de M. Musk, c'est plutôt, je dirais, un programme de simplification au niveau de l'Union européenne, notamment par rapport aux agriculteurs, les normes, etc. Mais en fait... dire qu'on peut-être sur des couches aussi intermédiaires en France, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup. Bien sûr. Et sur des couches intermédiaires en France, mais ça nécessiterait une vraie analyse qui n'existe pas réellement. Parce que... Il y a eu des rapports quand même, non ? Cour des comptes et puis de certains organismes, quoi, sur l'efficacité, non ? Il y a eu des rapports, mais vous avez deux choses. La première chose, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, hein, vous en parlez. La Cour des comptes se concentre généralement sur des sujets très précis, mais elle manque les grandes masses. Quand on fait vraiment des erreurs globales qui nous coûtent en dizaines de milliards, ça, elle le voit pas forcément parce que c'est une façon de faire. L'autre problème, c'est le courage politique. Vous avez au pouvoir, en partie LR par exemple. LR, ils sont bien parce qu'ils tiennent ce discours, mais c'est un parti d'élus locaux. Et donc en fait, ils vont tenir ce discours, mais dans les faits, ils vont jamais taper sur les collectivités parce que c'est un parti d'élus locaux. Et donc ils continuent à taper sur l'État central qui est déjà largement décharné. Alors même que c'est au niveau des collectivités que les dépenses incontrôlées continuent à augmenter. Bon, allez, on va continuer d'en parler jusqu'à 10h. On se dit les choses, la vérité en face sur Sud Radio. Vous pouvez réagir d'ailleurs à ce que vient de dire Maroun Edé, si vous avez des propositions, des suggestions à faire. Et ce qui est assez terrible, c'est que d'un côté, évidemment, on amasse en fait des couches, on engraisse, si je puis dire, et puis de l'autre, on détruit. Et des choses qui sont, qui pourraient faire naître de la créativité, de l'emploi, de la compétitivité de la France. C'est pour ça que la France est passé de la 3e puissance mondiale dans les années, fin des années 60 à aujourd'hui, je crois qu'on est 7e et on va dégringoler. Certains prédisent on sera aux environs de la 20e position dans une dizaine d'années si on ne bouge pas. Vous voulez réagir ? 0826 300 300, la vérité en face.
Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Il est 9h51, la vérité en face. Comment expliquer que le niveau des services publics ne cesse de reculer en France alors que finalement des dépenses continuent d'augmenter? C'est ce que vous nous avez dit, Maroun Edé, en fait, tout à l'heure. Vous êtes auteur de ce livre que tout le monde devrait lire. Je compte notamment sur Éric Revel pour le lire. La destruction de l'État aux éditions Bouquin. Éric Revel qui fait la chronique, évidemment, économie, tous les matins avec Jean-Jacques Bourdin pour aller chercher, en fait, dans votre livre, énormément de perles là-dessus. Ce qui est assez terrible, c'est que d'un côté, on dépense toujours plus, on réclame aussi après de l'allègement dans certains secteurs, et finalement, l'allègement, on va au plus simple. On le fait sur des choses qui ne se voient pas et tout, mais qui contribuent, c'est ce que vous dites, à la destruction de l'État, Maroun Edé. Qu'est-ce que vous visez précisément là? Qu'est-ce que vous décrivez? On avait en France un État qui savait faire. Vous parlez des années 60, on savait bâtir 20 centrales nucléaires en 10 ans, on n'arrive plus à en faire une en 20 ans. On savait bâtir le principal réseau métropolitain, par exemple. Aujourd'hui, le Grand Paris Express, ça fait 10 ans et on l'a toujours pas vu. Et quand j'interroge dans mon livre les responsables, ils disent c'est parce que l'État ne sait plus faire, il a perdu les compétences. Un des excellents exemples, c'est notre retard en informatique. Au début, en France, on était plutôt bon en informatique dans les années 60, 70. Alcatel, par exemple. Vous citez Alcatel dans votre livre. Exactement. Alcatel, c'était le numéro 1 mondial dans les années 2000. C'était le numéro 1. l'a vendu. On a vu, il voulait. Rappelez-nous ce qu'il voulait en faire. Alcatel, alors c'était le mythe à l'époque de l'entreprise sans usine. Voilà. En fait, on s'est dit que l'Asie allait produire pour nous et que nous, on allait simplement garder les tâches un peu intellectuelles de conception et de recherche et développement. Et donc, en fait, il a vidé l'ensemble du tissu productif. Alcatel, c'était 120 000 employés. C'était le numéro 1 mondial des télécommunications. C'était le numéro 1 mondial des câbles sous-marins au début de l'émergence d'Internet. Vous vous rendez compte de la position qu'aurait eu la France. Et donc, on a effectivement délocalisé le gros en Asie. On a vendu toute une partie. Et en fait, l'entreprise a fini par se cracher. Et puis aujourd'hui, Alcatel a été vendu. Il y a beaucoup d'autres usines comme ça, en fait. ArcelorMittal, Péchinet, Alstom, Atos, beaucoup plus récemment, qui sont des entreprises, effectivement, qu'on a conduites dans le mur ça peut être par avidité financière, ça peut être aussi par naïveté, puisqu'on a pensé que l'on pouvait maintenir l'activité productive, mais aussi le même niveau de vie, alors même que d'autres produisaient pour nous et que nous, on importait ce que d'autres produisent. Et donc, on s'est mis à consommer plus qu'on ne produisait. Et je pense aussi, on a pêché par condescendance, parce que dans le fond, quand Serge Chourouk, il a tout exporté en Asie, on n'a jamais pensé que la Chine nous rattraperait aussi vite. Et en fait, non seulement ils nous ont rattrapés, mais aujourd'hui, ils nous dépassent. Et on se réveille avec le Covid, où on se rend compte qu'en fait, les Doliprane sont produits en Inde et les microprocesseurs pour nos véhicules à Taïwan, et qu'on ne sait plus les faire localement. Et toute la politique du général de Gaulle d'essayer de rendre indépendante l'économie de la France, là, on l'a un peu foutu en l'air. Et on n'a pas internalisé les compétences les plus importantes, par exemple l'informatique. On a pris la décision, au moment du début de l'ère informatique, de supprimer le corps des ingénieurs des télécommunications. Donc ceux qui auraient pu donner à l'État cette compétence-là. Et on s'est rendu dépendant de prestataires externes qui nous coûtent une fortune. Je vous donne un exemple. En 2010, l'Éducation nationale a voulu faire développer un logiciel de RH. Ils ont contractualisé avec Capgemini. 8 ans plus tard, ça avait déjà coûté 400 millions d'euros. 400 millions d'euros. Aucun logiciel viable n'a vu le jour. Le projet a été terminé, 400 millions d'euros de perdus. Et quand vous lisez les rapports de la Cour des comptes, ils disent qu'il n'y avait même plus au sein du ministère les compétences pour suivre le projet. Et donc en fait, c'est là où vous voyez qu'on sait tellement plus faire certaines choses absolument essentielles qu'en plus ça vous coûte une fortune. C'est ça correspond. On a mis de la bureaucratie d'un côté pour appliquer des normes, et des normes surtout européennes, bien sûr. Et puis nous, on allait même au-delà. Chez les Français, on va au-delà. Et puis de l'autre, là où on était créatif, on a tout cassé, quoi. Exactement. Mais est-ce qu'on peut reconstruire aujourd'hui? On est en 2024. C'est tout l'enjeu du moment, quoi. Est-ce qu'on est capable? Je pense qu'on peut. Je pense que la France a encore de nombreux atouts, parce que je dirais que les atouts de la France sont plus à ranimer qu'à reconstruire de zéro. Il y a des pays dans le monde qui ont complètement perdu leur état, et là ça va prendre des décennies. En France, on a encore de bonnes études, on a encore d'excellents ingénieurs, on a encore le nucléaire et l'hydroélectrique. La désindustrialisation est très avancée, mais elle est moins, par exemple, que l'Angleterre, où il n'y a plus que Londres qui est la finance, et puis le désert autour. Et donc je pense qu'on peut le faire, mais la lutte, c'est au niveau des mentalités, c'est dans les têtes. Il faut reprendre conscience de nos atouts, de nos forces vives. Mais dans les têtes, à quel niveau? Le très grand public, ou alors l'État, les politiques? Tout le monde? Oui, je pense tout le monde, mais à des niveaux différents. Je pense que les politiques doivent déjà tirer le bilan du fait que
il ne faut pas continuer dans la même direction que ces 30 dernières années parce que ça n'a pas marché. Et vous avez très peu, quand j'ai publié mon livre, c'est une des premières choses qu'on m'a dites, c'est on a très peu de bilans globaux en fait de ce qui a été fait. On a toujours les mêmes réflexes, il faut supprimer les fonctionnaires, etc. Ouais. Mais en fait, on se dit pas, mais c'est bizarre parce que ça n'a pas fonctionné, vous le disiez très bien. La simplification, ça fait 20 ans qu'on simplifie, en fait on complexifie, il y a un moment il faut se poser la question. Et au niveau des gens, je pense arrêter de complexer en fait sur un déclin effectivement réel de la France, mais rien n'est figé. Je veux dire, je pense qu'on peut encore faire beaucoup. Je vous donne un exemple, mais on a 80 000 ingénieurs français dans la Silicon Valley. Il manque 80 000 ingénieurs numériques en France. Alors, je dis pas qu'on peut tous les ramener, mais je dis qu'on sait encore les former. Bah non, mais ils se disent, là-bas, je peux réussir, on va pas m'embêter, alors qu'en France, on va me compliquer les choses. Exactement. Même si j'ai vu que Xavier Niel a essayé de relancer sur l'IA, notamment avec d'autres grands patrons, SAAD, SAAD, etc. Et donc, ça a l'air de marcher, etc. Mais il faut les rapatrier, ces 80 000, parce qu'ils ont plus envie d'aller là-bas. C'est ça. Et je dirais que c'est une façon de poser la question. Oui, merci Maroun Saadé. Maroun Aidé. Vous m'avez promu. Oui, je vous ai promu. Maroun Aidé, la destruction de l'État aux éditions bouquins. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Il va y avoir des débats. Et puis la partie média. Et ensuite, André Berkoff sur le pont ce midi, bien sûr.